Cette émission a été réalisée par la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays. Je suis chanceux. Ben oui, vous m'accueillez encore une autre fois chez vous. Pour ceux qui regardent la nouvelle série qui a commencé le 29 septembre, vous avez noté qu'il y a eu le montage ici qui a été préparé par les gars de la télé, Ghislain et Marc-André. Ils ont appelé ça l'enfer. Au moment où je vous parle, l'émission va être diffusée à la fin février. Vous êtes avec moi au Purgatoire. Depuis un bout de temps, je pense que ça fait 2 émissions qu'on est dans le Purgatoire, puis peut-être qu'éventuellement, on va déboucher à 3e place. On n'a pas trouvé le nom encore, mais je suis gêné de dire que je suis au ciel, là. En tout cas, si vous avez des suggestions à nous faire, gênez-vous pas, 851-4000. Comme dans les présentes émissions, je retourne en arrière, je lis une partie du texte pour vous mettre en situation de ce que j'ai pu développer comme sujet la dernière fois. Et j'y vais. Vous ignorez certes que lors du drame, je me suis aussi servi d'un crucifix pour passer à l'acte. Cette fraternité où j'habite porte au corps même de son existence la croix du Christ et certaines des vertus y rattachées. Je dis ça sans prétention, là. Des vertus? Oui. Comme quoi non? Miséricorde, compassion, pardon, puis beaucoup plus que ça. Je parle du pardon, et de pardon, là, j'ai écrit ici un grand mot que j'ai trouvé dans un dictionnaire de l'Université du Caen en Normandie. Le grand mot que j'ai trouvé, c'est splanchique. Oui, j'écris ici dans mon texte, du et de pardon, j'ai un splanchique, pardon, j'ai même de la misère à le dire. Je me fais mon Camille Sanchon ce matin. Du et de pardon, j'ai un splanchique besoin. J'ai aussi un autre besoin qui est beaucoup plus grand que ça encore, même plus grand. Il en fait partie. J'ai besoin de donner un sens à ma vie. J'ai commencé à prier en prison en 89. J'ai continué à prier. Je prie encore. Et au moment où j'écris ça, j'écris « Je prie, ma santé spirituelle s'améliore. » Avec le psy, très bon psychologue, et autres intervenants professionnels, plusieurs, pluriels, là. Je poursuis le grand ménage du total de ma personne. En étant, grâce aux psychologues et travailleurs sociaux avec lesquels j'ai eu le privilège de travailler, en étant de plus en plus conscient des dommages causés par le drame dont je suis responsable. C'est vrai, l'exercice, en fait, le psy, travailleurs sociaux, criminologue, ça a été fastidieux, ça a été éreintant, fatigant, mais j'avais besoin de le faire. J'avais un objectif, moi, d'aller au fond de mon histoire, d'admettre et de reconnaître tout ce que j'avais de... Je vais prendre un mot québécois, là, tout ce que je peux avoir de crotté, là, à ma personne, avant le drame. Faire le complet nettoyage. Oui, ça a été pesant, ça a été exigeant, mais combien libérateur. Au fur et à mesure que je parlais avec le psy, puis mes agents de libération conditionnelle, je prenais conscience, on nettoyait des choses, on les évacuait. Arrive 1996, enfin. 7 ans plus tard, le drame remonte à 1989, 7 ans plus tard, j'obtiens ma liberté totale de la Commission des libérations nationales du Canada. Je veux faire une parenthèse. C'est pas parce qu'un être humain, femme ou homme, est libéré de prison ou de pénitencier que ça fait de cette personne-là un être humain libre. Il y a la liberté physique, celle qui nous limite par les barreaux, les portes d'acier, le béton, les barbelés autour des ancêtres carcérales, là. Effectivement, c'en est une prison, ça. Mais je vous rappelle une phrase qu'elle m'avait écrite une belle-sœur à mon arrivée en prison à Arsainville en 89. Elle m'avait écrit dans une lettre, un paragraphe, coparagraphe. « Tu es en prison, Gaston, pour te libérer de tes propres prisons. » La prison pour se libérer de nos prisons. Elle avait vu tellement juste et elle avait raison.
Une fois ma sentence terminée, ben, dans les mois qui ont suivi, m'a pris une idée d'aller m'installer en campagne. Avec des copains de la fraternité où je demeurais. On est descendu dans Charlevoix. Charlevoix me disait quelque chose. Le fleuve, les montagnes, les arbres, la nature. Et par un concours de circonstances dans lequel je ne crois pas du tout, je me suis vu accorder le privilège de louer une maison dans un très beau village de Charlevoix. Je profite de l'occasion pour remercier toutes les personnes de Charlevoix qui ont été mises sur ma route et qui ont tellement bien contribué à la poursuite de ma réhabilitation, comme dirait ici Ghislain de la station de télé, là, dans la poursuite de ma rédemption. Charlevoix, pour moi, ça a été des grands espaces, des grandes marches en montagne, seul. Ça a été ramasser des bleuets, 20 piastres du panier qui se vendait apparemment là, dans un supermarché du village de la ville voisine, de Baie-Saint-Paul. Ils nous donnaient 20 $, puis apparemment que ça se vendait 140. Je vous dis ça sur toute réserve, je n'ai pas vérifié, mais il y a ouï dire que on était... Mais j'aimais ça, ça me faisait du bien. Et une maison que nous avons habitée grâce à la générosité d'un vieux cultivateur. La maison appartenait à sa fille, puis on s'est bercé, lui et moi, sur sa galerie pendant au moins 1 heure. Il m'a fait parler beaucoup. Il voulait savoir qui j'étais avant de suggérer à sa fille de nous louer la maison. Tout événement, elle nous l'a loué, puis il semblerait que nous étions des bons locataires parce qu'elle nous a baissé le loyer, je pense, 3 années consécutives. Imaginez-vous. J'étais avec un chum, on était 2 BS tous les deux, on ramassait des bouteilles de bière le long de la route pour se payer des petits luxes, là. On a jardiné, on a fait notre pain. Mon chum était un cuisinier de profession. Il faisait des tartes, des pâtés. Et pour ça, ben, ça m'a permis d'être avec vous autres encore ce matin. Charlevoix, pour moi, c'est... Il y a eu une période difficile. À un moment donné, j'ai réalisé que j'avais enlevé la vie avec une croix. J'étais en train d'écrire mon premier volume, qui s'appelle « J'ai mal à ma liberté. J'ai tué sur le chemin du pardon ». C'est le titre du livre en question. J'étais à écrire ce volume-là, j'étais à l'ordinateur, puis la petite croix était déposée à côté de mon ordi. Petite croix que j'avais eu en cadeau d'un artiste, un sculpteur là, du village, qui, à un moment donné, avait vu que mon regard avait été attiré, il s'est viré de bord, on était dans sa cuisine, il s'est viré de bord, il a pris le crucifix sur le mur, puis il me l'a présenté comme ça, tout bonnement comme ça, puis j'ai demandé pourquoi tu me donnes ça, il dit, je ne le sais pas, j'ai vu que ça avait l'air à te plaire. C'était vraiment une belle petite toile en bois de noisetier. Je suis en train d'écrire, cette toile est à côté de mon ordi, je bloque mes rêves puis capable d'écrire, un peu en panique parce que là, je ne file pas du tout. Je vais voir mon chum, le peintre au village, Claude. Claude me dit, ben va donc chez tes amis, les religieux cisterciennes à Saint-Romuald, ils vont peut-être t'aider à régler ça. Fait que je les appelle, on dit, on ne peut pas, on reçoit juste des femmes. Je retourne voir mon chum Claude, il dit, ben t'as-tu pensé au monastère là, sur la montagne à Sainte-Agnès? J'ai dit non. Ben, il dit, appelle des fois. Imaginez-vous que j'appelle là j'ai un problème de crucifix, là. À travers spirituel et psychologique et rationnel en même temps, là. Et c'est relié au fait que j'ai enlevé la vie aussi avec en me servant d'un crucifix. J'appelle au monastère, et, contrairement aux quelques appels que j'avais faits auparavant, qui étaient un répondeur, là, c'est une voix humaine qui me répond. J'ai dit, vous êtes père? Il dit, oui. Ben, d'emblée, je vais direct au sujet. Je m'appelle Gaston Bourdin, j'ai 50 quelques années. En 89, j'ai tué, je me suis servi d'un crucifix pour tuer, puis c'est bloqué, ça ne marche pas du tout. Je suis bloqué, puis ça va mal. Ben, il dit, ça donne main. Il dit, mon nom, c'est John of the Cross. Vous voyez ma réaction, là? C'est celle que j'ai eue au téléphone. Vous êtes sérieux? Il dit, oui, oui, mon nom de communauté, c'est John of the Cross, en français, Jean de la Croix. Il dit, je vais vérifier si on a de la place, puis je vous reviens. Il revient au bout de quelques secondes, il dit, oui, on a de la place, je vous attends, venez me voir, on va jaser. J'ai été là 3 jours. Et avec John of the Cross, on a fait le ménage de ce que je portais de difficilement explicable, là. On est dans le psycho, là, psycho-spirito, là.
J'avais un ménage à faire là, puis grâce à lui, je l'ai fait. Donc, Charlevoix, pour moi, ça a été une étape importante dans la, comme je l'ai dit, dans la rédemption. Ça continue après ça, là. C'est pas fini après ça. Je retourne au texte. Je parle de Charlevoix. La nature avec ses montagnes, ses vallées, le fleuve, les fleurs pour m'accompagner dans ma pacification. Celle de moi, avec moi, et moi avec les autres. Lire ici pour vous autres, là, aux téléspectateurs, lire ici là, la société. Je suis dans Charlevoix, j'ai reçu un coup de téléphone à un moment donné d'un chum dont je n'avais entendu la voix que 40 ans plus tôt. Un téléphone de Rimouski. Un ami scout avec moi. J'étais scout au moment où j'étais à Rimouski. Je faisais partie de la troupe scout de la ville. Et au bout de la ligne, Serge, dont je reconnais la voix, une voix vraiment particulière, il m'invite à une rencontre des scouts de la ville de Rimouski 40 ans plus tard. Pour la plupart, nous nous sommes perdus de vue dans les années 60, on est en 2001. Il m'invite. J'ai dit, ça me tente beaucoup, mais je suis BS, je n'ai pas d'argent pour y aller. Il dit, m'occupe de ça. Il dit, un autre de nos chums, tu te rappelles d'un tel, là, à Québec, qui est avocat, il va passer par chez vous, dans Charlevoix, puis vous allez prendre le bateau, puis vous allez venir à Rimouski. Il fait toutes les démarches, il me rappelle, il dit, oui, c'est beau, Jean va être chez vous. Finalement, on se retrouve à Rimouski. Des retrouvailles de scouts 40 ans plus tard. Il y a un souper qui a lieu dans une école de l'Est, dans l'Est, rue Sasseville de mémoire. En rentrant dans le sous-sol, parce que la salle de réunion était au sous-sol, deux femmes, Nicole et Denise. Je les reconnais, parce qu'elles étaient guides à l'époque, dans les années 60. Les années 60, j'avais 17 ans à peu près, oui. Et je vois Denise, puis je fige un petit peu. Je vais m'asseoir. Denise est accompagnée, ou elle accompagne un autre scout, là, qui avait été mon chef de patrouille. Un gars qui est colleux avec elle pas mal. Puis ça donne que je m'assois en arrière d'elle, puis pendant tout le temps qu'elle est en avant de moi, bien, on est en rangée, on écoute là, les gens qui font des interventions. Il y a quelque chose qui m'intrigue énormément chez cette femme-là. Puis ça ne me lâche pas, là. C'est pas sexuel, c'est... Je sais pas, c'est un gros point d'interrogation, puis il y a quelque chose qui me dit, écoute, le point d'interrogation, il y a quelque chose, il y a des réponses à aller chercher. Arrive la fin de la soirée, puis Denise m'invite chez elle. Le lendemain, elle dit, le lendemain, viendrons prendre un café. Le lendemain, on va à la messe parce que notre aumônier scout était prêtre, nécessairement, puis c'est lui qui célébrait la messe pour souligner les retrouvailles des scouts de la ville. Denise m'invite à prendre un café chez elle. J'arrive là. Le bon café qu'elle avait à me servir, c'était un café instant. Elle était gênée. Oh mon Dieu, elle était vraiment gênée, là. Et de fil en aiguille, je suis retourné, moi, dans Charlevoix. On a commencé à se fréquenter par téléphone et par lettre. 2 téléphones par jour, avant 6 heures le matin, après 6 heures le soir, à cause des frais à l'époque, ça coûtait un meilleur marché dans ces plages d'horaires-là. Puis 1 lettre par jour, 7 jours par semaine. On s'est fréquenté comme ça pendant au moins 6 mois. J'ai eu peur pendant des mois. J'ai eu peur de m'engager. J'avais besoin de m'engager aussi. Avec mon chum dans Charlevoix, je me rappelle des fois, le samedi soir, on se berçait tous les deux en regardant la télévision, puis on devait lâcher un sac ou deux à un moment donné, puis on disait, « Je ne peux pas croire qu'il n'y a pas une femme à quelque part. » En tout cas, ça, c'était ma prière que je faisais à Dieu à l'époque. Je disais, « Je ne peux pas croire, mon Dieu, qu'il n'y a pas une femme sur la terre qui est faite pour moi et moi pour elle. » On lance ça comme ça sans savoir, est-ce que ça va donner quelque chose? Et je me retrouve en présence de Denise, 40 ans plus tard, dans des retrouvailles des scouts. Janvier 2002, je suis invité à aller en France, toutes dépenses payées, parce que j'avais fait du bénévolat au Centre François Charon à Québec pendant 7 ans, et dans ce cadre-là, j'avais eu le privilège d'accompagner un groupe de touristes handicapés, très handicapés, là, français, là, on était allé jusqu'à Niagara Falls. Et dans le groupe, il y avait une dame, là,
avec qui j'avais développé une amitié, puis cette dame-là m'a invité chez elle en France, toutes dépenses payées, billets d'avion, tout. Puis elle m'a dit, tu restes chez nous le temps que tu voudras. Je suis arrivé en France, station de ferroviaire de Lyon, à Dijon, pardon. Et chauffeur, Mercedes, madame handicapée, chaise roulante. On arrive chez elle, un petit village, en Bourgogne. Je ne voulais pas aller à Paris. J'avais besoin vraiment de repos, là, puis surtout qu'avec Denise, là, mon épouse actuelle, il s'était passé des choses au niveau des réponses à mes interrogations, puis plus j'avançais, plus le point d'interrogation, qui était peut-être gros de même au départ, là, il rapetissait. Et imaginez-vous que c'est de France qu'à un moment donné, j'ai pris le téléphone un soir pour appeler Denise puis dire, ben, j'appelle de la France pour dire que je t'aime. Et là, je peux vous dire que j'ai eu un combat intérieur. Moi qui avais 2 mariages avant, plus un drame. Un drame de relations masculines-féminines, là. Avant de dire à une femme « je t'aime », là, il y avait du stock. Et c'est de la France. Oui, je me répète que j'ai dit ça à Denise. Je suis revenu au Québec. Nous sommes mariés le 17 de mai 2003 à la cathédrale, après avoir obtenu les dispenses de l'Église, parce que j'avais été marié à l'Église. Premier mariage à l'Église, j'avais déjà obtenu mon divorce. Denise avait besoin, elle, de son côté, d'avoir une annulation de mariage, chose qu'elle a obtenue. Et le 17 mai 2003, ça va faire 17 ans, là, cette année, que nous sommes époux-épouses. Mon arrivée à Rimouski, j'étais encore BS, oui, de mémoire. Ah, là, je vais vous faire pleurer un petit peu, mais c'est pas mon but, là. Je pense que je gagnais à l'époque 344 piastres par mois, puis c'est Denise qui me faisait vivre pour la balance. Et quand j'ai vu ça, à un moment donné, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Moi, j'achetais le journal une fois par semaine, puis des thèmes, j'en avais besoin. J'ai dit, je vais aller ramasser des bouteilles. J'ai fait ça à Rimouski pendant 2 ans et demi. Une aventure extraordinaire. Éreintante, oui, puis des matins, ça ne me le disait pas, là, mais pour me faire quelques piastres, je partais avec mes sacs de vidange vert, je ramassais des canettes puis des bouteilles, le long de la route, puis dans des gros bacs bleus. Puis je peux vous dire que j'ai rencontré du monde là, à 4 h le matin, 4 h 30, 5 h moins quart, là. Des gens qui avaient des choses à dire. Surprenant. Puis j'ai eu des cadeaux. À un moment donné, il y a une femme qui a accroché sur son bac de vidange, un gros bac en métal, là, sur la poignée, là, dans le temps de Noël. Elle avait mis un petit cadeau, puis c'était pour le ramasser de bouteilles. Elle avait mis de la soupe Lepton, elle dit, pour que vos journées soient moins froides que... OK? Juste ça. Puis dans les habitudes de bouteilles, bien, il y avait un monsieur ou une madame sur l'avenue Rouleau, à la même place, dans la même haie, sur le même arbre. Tous les jours, il y avait une bouteille vide. Quasiment une étude sociologique à faire sur les ramasseuses et ramasseurs de bouteilles. J'ai d'ailleurs écrit une lettre ouverte à un moment donné qui a été publiée dans le journal Le Soleil, parce qu'il avait écrit un article, là, il avait interviewé une dame qui ramassait des bouteilles à Québec. Et... Rimouski, mon Dieu, il y a beaucoup plus que ça. Il y a tellement Rimouski. Le retour à la chanson, la chorale, vie sociale, puis un cadeau. Université. Imaginez-vous, je n'ai même pas de secondaire 5 et j'ai été admis à l'UQAR en septembre 2002. J'ai, en partie, grâce au premier livre que j'ai écrit, je dis bien en partie. D'abord, il y a des gens qui m'ont aiguillonné, qui m'ont aiguisé l'appétit pour dire « ça ne te tenterait pas de retourner aux études? » Bien, je comprends que ça me tente, sauf que je n'ai même pas de secondaire 5. L'université, pour moi, c'est inaccessible. Quelqu'un de la gang, on était une petite gang, une couple, là, il a dit appelle une telle, puis prends un rendez-vous avec elle, puis tu vas voir. Fait que je suis arrivé dans le bureau de la directrice du département en question, puis elle me questionne, je réponds à toutes ces questions. Je laisse une copie de mon livre, elle dit je le lis ça, puis elle dit si c'est conforme au programme, elle dit je vous rappelle, elle me rappelle, elle dit vous êtes accepté. Je m'étais inscrit à un programme au baccalauréat en
communication, relations humaines, psychosociologie. Oh là là! Et j'avais quitté l'école à 16 ans, j'avais fait 23 ans, j'ai eu 23 crédits en sciences humaines pendant que j'étais au pénitencier de Cowansville. J'étais retourné à l'école à ce moment-là. 23 crédits, c'était ma formation complète. Je suis inscrit à l'université, Denise tout à fait heureuse, contente, pas d'argent payé. Bien, j'ai dit, j'ai pas d'argent. Alors, j'avais dit, oui, comme objection, j'ai pas d'argent pour y aller. Bien, elle m'a dit, Gaston, prêt et bourse. Faites demande de prêt et bourse. T'es accordé. Et au dire en passant, je vais vous faire pleurer encore, là. Mon prêt étudiant, prêt et bourse, fini de le rembourser l'année passée, j'avais 74 ans. 3 ans d'université. Lorsque la première fois, le professeur de psychologie s'est joint à nous, André, j'ai eu un gros choc. Pour ceux qui l'ignorent, puis je pense que vous l'ignorez toutes et tous, ma victime était psychologue, chargée de cours à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je me retrouve, 20 ans plus tard et plus, dans le réseau des universités du Québec, Rimouski. Ma victime était attachée à Trois-Rivières. Mon professeur est un psychologue, ma victime est un psychologue. Mon professeur n'est pas un professeur, mais un chargé de cours, ma victime était chargée de cours. J'ai fait la relation, j'ai dit, qu'est-ce que je fous ici? Ça n'a pas filé. À la pause, je suis allé voir le professeur, le chargé de cours en question, puis je lui ai dit, il dit, oui, monsieur, il dit, ça paraît. Il dit, je vous ai vu réagir, puis il dit, c'est quoi qui ne marche pas? Puis j'y ai raconté la relation qu'il peut y avoir entre lui et ma victime. Moi, je vivais ça, là, dans le réseau. Maintenant, j'étais dans un cours de psychosociologie, dans lequel on fait de la psychologie. Donc, j'avais à étudier là, ce que je vivais de difficile par rapport à, pas le hasard, pas le destin. Si j'utilise encore l'expression que Justin m'a donnée ce matin, la rédemption. Si cette rencontre-là faisait partie de ma rédemption, ben, elle a fait partie de ma rédemption et je suis content d'avoir fait, nonobstant les exigences que ça a pu avoir. J'ai fait 1 an de psycho. Là, je vais me vanter. Tantôt, je vous faisais pleurer, là, je vais me vanter à vous autres. Après 1 an, à un moment donné, il y avait un professeur qui était directeur du programme de la maîtrise. Il me fait venir à son bureau, puis il dit, pour la balance du bac, il dit, avec toutes les expériences que vous arrêtez ça là, puis vous emmenez avec nous autres à la maîtrise. Fait que je gratue du baccalauréat à la maîtrise sans avoir de papier de baccalauréat. Je fais 2 ans de maîtrise en études des pratiques psychosociales. Très belle expérience encore. L'expression toujours sur prêt et bourse. Là. Au bout de 2 ans, je suis mis en échec. Pas de possibilité de reprendre mon échec. Possiblement que dans l'échelle de Peters, là, il y a une échelle pour ça, j'avais atteint là, mon degré d'incompétence. Je suis sorti de l'université en 2005, une dette de pas loin de 15 000. Pas de diplôme, pas de job. Puis, même pas de secondaire 5, là. Mais des années universitaires qui m'ont été extrêmement profitables. D'abord, de me retrouver à l'âge que j'avais 58, je pense, à l'époque, avec des jeunes dans la vingtaine, 22, 23, 24 ans, avec des expériences. Certains revenaient aussi aux études, là, des filles et des gars qui avaient travaillé, mais ils étaient revenus après quelques années là, de voyage à travers le monde. Ils étaient revenus aux études. Et avec ces gens-là, ça a été une expérience extraordinaire. Je salue mes consoeurs et confrères étudiants de l'UQAR de l'époque. Il y en a quelques-uns avec lesquels j'ai gardé des liens. Un en particulier, le préfet de la Métis, Bruno, que je salue. Et l'université, ça fait partie de richesses que je possède, sans prétention, là. Mais je me retrouve encore quand même aujourd'hui sans aucune espèce de diplomation. Et pour ça, oui, ça a été difficile. C'était difficile. J'ai été refusé. Il y a des jobs que j'ai demandé. Oui, on était prêt à m'engager tout de suite, mais on dit, mais parce qu'ils
ici le milieu est syndiqué et que le minimum requis est un secondaire 5, ben, on vous reconnaît les compétences que vous avez de faire la job, mais en l'absence de diplomation, on ne peut pas vous engager parce que si jamais on le faisait, il y aura pas un protêt, mais un grief qui pourrait être présenté par le syndicat et nous serions perdants, vous aussi, fait qu'on ne prend pas cette chance-là. Vous parlez de mariage. Mon Dieu Seigneur, par où je commencerai? J'en ai fait 2. Puis là, j'ai un 3e. Celui-là, il est réussi. Jusqu'à ce jour. Avant de m'engager avec Denise, j'ai réfléchi sur la façon dont moi, j'avais respecté le mot engagement dans ma vie, dans le passé. Floché partout. Je vais faire une parenthèse, là, aux saveurs et couleurs des 12 commandements de Dieu que j'ai foqués. Ça, c'est un texte que j'ai lu lors de la première émission, le 29 septembre. Le mot engagement, pour moi, là, aucune espèce de valeur. Et là, j'avais une occasion de m'engager avec une femme. Petite anecdote concernant la cérémonie du mariage qui était religieuse, parce qu'on le voulait, elle et moi, nous le voulions. Peut-être Denise un petit peu moins que moi, mais moi, eu égard à tout ce que j'avais fait dans ma vie, là, m'engager avec quelqu'un, là, j'avais à mettre ça sur du sérieux. Pour moi, le côté religion, là, ça a un aspect de sérieux, pas rien d'écrasant, là, de ferme, plutôt de ferme. Je suis assis dans le chœur à la cathédrale, le curé est en avant, il parle, Denise est à côté de moi dans son fauteuil, puis là, je le regarde, puis la réaction qui me vient à ce moment-là, c'est « je ne m'engage pas avec elle ». Je vous dis ça, c'est ce que j'ai vécu, là. C'était rapide, des affaires de fraction de seconde. Je ne m'engage pas avec Denise, c'est pas vrai. L'idée me vient de me dire, je vais d'abord m'engager avec moi, puis après ça, si je m'engage avec moi, bien, je pense que je vais être bon de m'engager avec elle. Et j'ai fait la démarche. Je me suis engagé avec moi, puis une fois que j'ai fait ça, ça a duré quoi? 10-12 secondes maximum. J'ai regardé Denise, j'ai dit « yes, je suis prêt ». Et ça a été le début d'une vie commune qui continue. Je ne voudrais pas blesser personne avec ce que je vais rajouter, là, mais pour moi, le mariage avec cette femme-là, c'est un cadeau. Cadeau que je déballe depuis 17 ans. Puis le ruban, ben, je ne suis pas sûr que je vais être au bout du ruban quand je vais sur mon lit de mort. Je pense que je n'aurai pas fait le tour encore. Puis vous vivez certainement ça, vous autres aussi, parce que lorsqu'on a une relation interpersonnelle avec un être humain, qui que ce soit, il n'y a jamais rien de fini, dans le fond. Il n'y a jamais rien de fini. Et pour moi, le mariage, ou l'institution du mariage, ça fait partie de ce qui ne finit jamais. Il n'y a que la vie qui se termine. On m'informe que nous sommes à la veille de finir l'émission. Là-dessus, ben, dernière émission, de mémoire, si ma mémoire est fidèle, je souhaitais un heureux Valentin, puisque je parle de mariage, de Valentin, de beau cœur. Je vous souhaite une poursuite de votre Valentin du 14 février. Pour ceux que ce n'est pas le cas, ben, parlez, s'il vous plaît, parlez. Trouvez-vous quelqu'un à qui le dire. C'est important, peut-être l'écrire même. Je suis passé par là, j'ai écrit, moi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je me suis écrit à moi-même pour essayer d'évacuer ce qu'il y avait Puis après ça, ça m'a permis de partager ouvertement avec quelqu'un. Là-dessus, l'émission est terminée. Si vous avez des commentaires, 851-4000, vous avez aussi l'adresse de la station de télé ici. Je vous remercie d'être présent, comme je remercie Ghislain et Marc-André de m'accompagner dans l'enregistrement de ces émissions-là. Là-dessus, au revoir.
Cette émission a été réalisée par la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays.